Si vous souffrez de problématiques de santé chronique, eh bien, il y a de fortes chances que vous ayez comme mécanisme qui y participe ce que l'on appelle un intestin perméable ou leaky gut. Eh bien, dans cet épisode, je vais vous expliquer exactement ce que c'est, qu'est-ce qu'il cause, comment le tester et puis comment vous pouvez y remédier ou le traiter naturellement de manière efficace. Et je vais vous présenter ça dans une perspective que je pense vous n'allez pas trouver ailleurs. Bonjour, je suis le Dr Yannick Pauly et bienvenue à un nouvel épisode de Une Grande Vie. Et dans cet épisode, eh bien, j'avais envie de vous parler d'intestin perméable ou ce que l'on appelle aussi en anglais leaky gut parce que c'est un mécanisme qui participe très fréquemment à des problématiques de santé qui sont chroniques ou complexes ou multisystémiques. Et donc, j'avais envie de vous donner les outils ici aujourd'hui pour mieux comprendre ce phénomène en termes de qu'est-ce que c'est, qu'est-ce qui les cause, comment est-ce qu'on peut le tester, et puis surtout comment est-ce qu'on peut y remédier de manière naturelle. Alors, entrant directement dans le vif du sujet, la première des choses à comprendre, c'est que l'intérieur de notre intestin, c'est encore, même si on a l'impression que c'est à l'intérieur de notre corps, ça fait encore partie en fait du monde extérieur. Et donc, si on regarde à l'extérieur ici, eh bien, en contact avec ce monde extérieur, on a notre peau, et notre peau, elle est essentiellement là pour nous protéger de tout ce qui peut nous attaquer de l'environnement. Mais à l'intérieur de notre tube digestif, eh bien, c'est beaucoup plus délicat, c'est-à-dire que ce tube digestif, il doit à la fois nous protéger contre des choses du monde extérieur qui ne devaient pas entrer, mais en même temps, il doit laisser entrer des choses qui sont bonnes pour nous, par exemple comme les aliments que nous consommons, ou les particules une fois digérées. Et donc, ce tube digestif, il a une fonction qui est différente de celle de la peau, dans le sens où ce n'est pas juste une question de protection, c'est aussi une question de sélectionner, un petit peu comme un douanier qui doit décider qui il laisse entrer ou pas, et donc ça joue une fonction de filtre qui est très très importante. Et donc, pour cela, on a une barrière qui est très différente de notre peau, parce que notre peau, elle a plusieurs couches. Vous allez voir qu'au niveau de notre intestin, c'est beaucoup plus délicat. Et la première des choses que j'aimerais vous faire prendre conscience ici avec ce premier graphique, je le mettrai aussi à l'écran ici, c'est qu'on a tendance à penser, quand on parle de barrière intestinale, qu'il y a la barrière en fait physique de nos cellules, mais en fait cette barrière, elle est composée de 4 dimensions et la première dimension, c'est le microbiote. Donc notre microbiote va être déjà une première forme de barrière sélective, si vous voulez, parce que il va nous aider à produire un certain nombre, par exemple, de vitamines. Il va aussi jouer un rôle dans l'équilibre, c'est-à-dire que si tout d'un coup il y a des mauvaises bactéries, eh bien, il va déjà avoir un effet protecteur. Donc ce microbiome, il fait partie intégrante de cette barrière intestinale. Ensuite, on a une deuxième couche qui est une couche chimique. Cette couche chimique, eh bien, elle est constituée en fait de différents éléments, mais le principal c'est du mucus, une couche de mucus protecteur. Elle va contenir aussi ce qu'on appelle des immunoglobulines A, qui sont des anticorps qui peuvent déjà représenter une première ligne de défense immunitaire. Et puis, il y a déjà toujours une interaction de ces différentes couches. Donc, au niveau de ce microbiote, on sait qu'il y a quasiment 100 trillions de cellules à l'intérieur de notre corps, donc c'est énormissime. Ça représente quasiment 1,5 kg au total, si on arrive à les peser. Et donc, il va y avoir des interactions entre ce microbiote et puis cette barrière chimique. Et puis ensuite, on a cette barrière physique qui est constituée d'une couche de cellules, et vous pouvez voir qu'en fait, cette couche de cellules, il y a différents types de cellules à l'intérieur qui jouent toutes des rôles différents. Et ensuite, en 4e dimension, eh bien, on a une barrière immunologique, c'est-à-dire qu'on va avoir des cellules ici qui sont principalement des macrophages et qui vont surveiller la zone, et dès le moment où un élément qui entre dans le système ne devrait pas, eh bien, vont pouvoir tout de suite intervenir. Et il y a des relations fascinantes. Par exemple, il y a un type de cellules qu'on appelle les cellules dendritiques qui vont avoir, c'est comme si elles ont des petits bras, et puis elles vont pouvoir passer leurs petits bras au travers de la barrière cellulaire pour aller prendre des échantillons, par exemple de virus ou de bactéries qui se trouvent à l'extérieur de cette barrière physique de cellules, et déjà prendre des petits morceaux pour les présenter au système immunitaire, pour que ce système immunitaire finalement sache qu'est-ce qui se passe de l'autre côté de la barrière. Donc, ce que j'aimerais vous faire prendre conscience, c'est que, ce n'est pas juste une barrière physique de cellules, il y a 4 dimensions et ces dimensions vont interagir entre elles. Et ça, c'est aussi très très important de comprendre au moment où on va décider de tester.
Parce qu'il y a un certain nombre de tests que vous pouvez faire. Le plus classique, c'est un test ce qu'on appelle lactulose-mannulose. Vous prenez en fait une solution qui contient deux types de molécules différentes. Une qui est petite, qui l'on sait est bien absorbée par cette barrière, et une autre qui est beaucoup plus volumineuse, qui ne devrait pas entrer. Et ensuite, on va récolter de l'urine pour mesurer la quantité de chacune de ces substances. Et en cas d'intestin perméable, eh bien, la grosse molécule aurait pu entrer, on va la retrouver dans l'urine, alors que si votre intestin fonctionne bien, ben on ne va pas retrouver cette grosse molécule. Et donc ça c'est intéressant d'un point de vue de cette barrière cellulaire, mais ça ne nous indique pas vraiment l'interactivité, si vous voulez, entre ces différentes couches. Et je vais vous parler un petit peu plus tard du test que nous on préfère faire, qui va nous donner une meilleure compréhension en fait de la dynamique, si vous voulez, entre ces différentes couches. Donc ça c'était vraiment le premier concept à comprendre. Ensuite, ce que l'on va faire, c'est que on va prendre ici une zone de cellules ici et on va zoomer. Et ce zoom ici, eh bien, il va nous montrer en fait la structure. Vous avez une cellule ici, une deuxième à côté, et vous voyez que ces cellules, eh bien, pour qu'elles créent une barrière physique, elles vont devoir être jointes entre elles. Et il y a en fait deux types de complexes moléculaires qui sont importants à comprendre pour bien comprendre en fait comment le système fonctionne. Le premier, c'est un système ici que l'on appelle des jonctions serrées, qui vont maintenir les cellules entre elles. Et puis un autre système que je vais vous montrer un petit peu plus tard, qu'on appelle les jonctions adhérentes, ici, qui sont à l'intérieur de la cellule, qui vont participer à sa solidité, mais qui vont aussi participer, parce qu'elles ont un lien avec ces jonctions serrées, à la perméabilité, si vous voulez, du système. Maintenant, ce système, il est dynamique, et notre corps, en fonction de ses besoins, il peut plus ou moins rendre perméable ce système, et cette perméabilité, elle est en fait déterminée par la présence ou la quantité d'une molécule que l'on appelle la zonuline ici, et vous voyez que cette zonuline, elle est produite par les cellules en fait, et lorsqu'elle vient s'attacher à un complexe ici sur la surface cellulaire, eh bien ça va perméabiliser, ça va rendre perméable en fait ce système en relâchant, si vous voulez, un petit peu ces jonctions serrées, et puis là, à partir de là, eh bien des éléments vont pouvoir entrer dans le système. Donc vraiment, gardez à l'esprit cette notion de jonction serrée et de jonction adhérente. Et donc, je vais vous sortir un autre diagramme ici. Alors, on n'a pas la zonuline qui est mentionnée sur celui-ci, mais essentiellement, cette zonuline, elle viendrait s'attacher, on l'a vu sur ces récepteurs, mettons-les ici dedans. Donc, on aurait cette zonuline ici, qui va aussi potentiellement y participer. Mais là, ce que j'aimerais vous faire prendre conscience, c'est qu'en fait, ces jonctions serrées, vous pouvez voir qu'elles sont constituées de différents éléments. Il y a par exemple ce qu'on appelle des JAMs, on y a par exemple ce qu'on appelle des claudines, et on a aussi une autre molécule qui est très très importante qu'on appelle l'occludine ici. Et puis, ça va être important à comprendre lorsqu'on va venir tester ces différents éléments parce qu'on est capable de les tester dans le sang aujourd'hui. Et dans la structure des jonctions adhérentes, eh bien, vous avez une autre structure ici qu'on appelle l'actine qui va être aussi importante parce que c'est aussi un élément qu'on peut tester. Donc, les importants ici pour nous vont être la zonuline, qui va activer plus ou moins cette perméabilisation. Vous avez les occludines ici, qui jouent un rôle dans les jonctions serrées, et puis vous avez l'actine qui va jouer un rôle dans ces jonctions adhérentes. Et la raison pour laquelle je vous en parle, c'est par rapport à notre testing, parce que de nos jours, on est capable de mesurer dans le sang. En fait, on peut mesurer les quantités de zonuline, donc plus c'est élevé, plus ça nous indique en fait la perméabilité de notre système, en sachant qu'il y a un certain nombre de choses qui vont déclencher cette zonuline. Le gluten, par exemple, la protéine du blé, va le faire. Il y a une étude fascinante par le docteur Fasano aux États-Unis, qui est un spécialiste mondial de la maladie cœliaque, qui a montré que dès le moment où on mange du gluten, il y a une activation de la zonuline chez tous les participants, chez tout le monde. Et donc, dès le moment où on mange du gluten, ça va rendre notre intestin perméable. Heureusement, chez la majorité des gens, ensuite, ce système va s'autoréguler. Malheureusement, chez un petit pourcentage, eh bien, ça va participer à la création d'un intestin imperméable ou d'un leaky gut chronique. Okay? Et puis, il y a d'autres choses, l'inflammation, les infections, le stress peut le faire, on en discutera un petit peu plus tard. Et donc, maintenant, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'on est capable de mesurer cette zonuline dans le sang, mais malheureusement, cette mesure dans le sang que certains, médecins micronutritionnistes ou des naturopathes
teste régulièrement, ça se fait quasiment jamais en médecine classique, eh bien, elle est très variable en fait dans le sang, elle n'est pas très stable cette zonuline, donc ça ne nous donne pas vraiment une indication du système. Le meilleur moyen, le moyen le plus fiable, le plus précis, c'est de mesurer en fait des anticorps, c'est-à-dire une réaction immunitaire contre la zonuline, contre l'occludine et contre cette actine. Et ça va déjà nous donner une autre dimension, c'est-à-dire qu'on va être capable de différencier avec ce test-là, de savoir, voilà, déjà la dynamique autour de la zonuline, ça va nous donner une idée de la dynamique autour des jonctions serrées, et ça va nous donner une idée de la dynamique autour des jonctions adhérentes. Et puis ça va nous permettre une autre compréhension, parce que ce qu'il faut savoir, c'est que quand on parle de leaky gut ou bien d'intestin perméable, il n'y en a pas qu'un type. Okay? Il y a en fait deux mécanismes par lesquels cet intestin perméable peut se faire. Le premier, c'est un mécanisme qui est basé justement sur cette dynamique autour de la zonuline, qu'on appelle finalement une entrée paracellulaire. C'est-à-dire que ça se fait entre deux cellules et c'est essentiellement une dimension qui a à voir avec les jonctions serrées. Les jonctions serrées ne font plus leur travail, les cellules s'écartent un petit peu et il y a un passage de molécules qui ne devraient pas entrer, qui va se faire entre les cellules. Et ça nous donne déjà une idée de la sévérité de la chose. Okay? Et puis ensuite, vous pouvez avoir une dysfonction de ces cellules adhérentes et vous pouvez avoir une pénétration que l'on appelle transcellulaire, c'est-à-dire que les molécules vont passer à travers de la cellule elle-même, et ça, c'est quelque chose de beaucoup plus sévère que la problématique paracellulaire. Alors paracellulaire, ça l'est déjà, mais transcellulaire, c'est beaucoup plus problématique. Et ensuite, l'autre chose qu'il faut comprendre, c'est cette dynamique ici avec notre microbiote. Dans ce microbiote, on peut avoir des mauvaises bactéries. Certaines vont produire ce qu'on appelle des LPS, lipopolysaccharides. Ce sont des toxines qui peuvent créer ce qu'on appelle une endotoxémie, c'est-à-dire une espèce de toxicité, si vous voulez, interne. Et on peut mesurer aussi des anticorps contre ces LPS pour voir l'état de votre microbiote. Donc, vous imaginez bien que si vous avez un intestin qui est perméable, qui laisse entrer des choses, mais que vous avez un bon microbiote, eh bien, la probabilité que quelque chose de nocif va entrer dans votre système est moins élevée que si vous avez cet intestin perméable et en même temps une endotoxémie où il y a beaucoup de toxines en fait au niveau de votre microbiote parce que vous aurez beaucoup plus de cette toxicité qui va entrer dans le système. Et donc, on est capable cliniquement avec des bons tests, il y a un laboratoire spécialisé aux États-Unis qui s'appelle Cirex qui fait ça. On a la chance ici dans ma clinique d'avoir accès à ce test-là. C'est pas le cas de tout le monde ici en Europe parce que c'est normalement limité à l'Angleterre et l'Amérique du Nord. Mais ça va nous permettre de grader en fait la sévérité de votre cas, en partant du principe que voilà, le cas le moins sévère, c'est juste une problématique de leaky gut paracellulaire sans endotoxémie. Et puis ensuite, vous avez le transcellulaire sans endotoxémie. Et puis ensuite, vous avez le paracellulaire avec endotoxémique. Et le cas le plus grave, c'est du transcellulaire avec de l'endotoxémie. Donc vous voyez que ça va bien au-delà de juste parler de « Oh voilà, j'ai un intestin perméable ». Il y a une subtilité dans la compréhension de ces mécanismes qui va nous permettre vraiment d'avoir une meilleure lecture de ce qui se passe dans votre cas et donc d'apporter quelque chose de plus fiable. De nos jours, c'est un petit peu, oh, vous avez très certainement un intestin perméable, hop, prenez de la glutamine, on en parlera après, et il y a vraiment cette notion un peu protocolaire, comme ça on n'a pas cette compréhension vraiment précise de ces mécanismes, et le plus précis on peut être, le plus on peut avoir un impact clinique, je dirais, positif pour vous. Donc si vous avez déjà eu un traitement pour un intestin perméable et tout ce que l'on a fait c'est juste vous donner de la glutamine par exemple, eh bien, et que ça ne va pas mieux, il y a de l'espoir parce qu'il y a une compréhension beaucoup plus profonde de ces mécanismes. Et comme vous allez le voir un petit peu plus tard, il y a encore une autre dimension qui est la dimension neurologique de la régulation de ces mécanismes qui n'est prise en compte par quasiment aucun des thérapeutes, que ce soit médecin nutritionniste, que ce soit naturopathe, dans la clinique actuelle. Okay? Donc voilà un petit peu pour ces mécanismes. J'espère que ça vous permet de comprendre en fait
mieux ce qu'est cet intestin perméable, ce leaky gut, et puis surtout qu'il y a voilà, des mécanismes, une grosse dynamique entre différentes couches qui peut être testée au niveau clinique, qui va nous donner beaucoup plus d'informations que juste ce test lactulose-mannulose ou une simple mesure dans le sang de zolinine qui, on l'a dit, n'était pas très fiable parce que c'est pas très stable. Okay. Parlons maintenant des causes. Donc là, je vais voir si j'arrive à enlever tout ce système sans tout arracher au passage. Voilà. Et puis, on va parler des causes ici maintenant de ce leaky gut. Alors elles sont nombreuses, vous voyez, je les ai classifiées ici entre alimentation, médicaments, infection, stress, tout ce qui se passe au niveau hormonal, au niveau neurologique et au niveau métabolique. Donc passons en revue ces différentes causes. Au niveau de l'alimentation, les plus fréquentes, c'est la consommation d'alcool. Ça a un impact très néfaste sur l'intégrité de votre barrière intestinale. On a dit le gluten, comme je le mentionnais avant, qui va activer, cette zonuline chez absolument tout le monde. Heureusement, chez une majorité des gens, ça s'autorégule, mais chez un pourcentage, non. Et donc, ça entraîne un intestin leaky gut, un intestin perméable chronique. Tout aliment auquel vous auriez une sensibilité va produire une réaction inflammatoire et ça va perturber cette dynamique de cette barrière. L'alimentation transformée, l'excès de sucre, et puis tout ce qui est malbouffe, aliments frits, etc., ça va avoir un impact sur cette barrière. Ensuite, au niveau des médicaments, les plus courants, les anti-inflammatoires, ça va vraiment rendre votre intestin poreux. Tout ce qui est corticostéroïdes, cortisone va le faire aussi. Les antibiotiques, ça va affecter cette dynamique en, bien évidemment, détruisant la bactérie pour laquelle on vous les a donnés, mais aussi tout le reste de votre microbiome. Les antiacides vont aussi avoir un impact là-dessus. On trouve une problématique qui peut être liée à des infections, notamment Helicobacter pylori. Si vous avez un SIBO, une surcroissance bactérienne, que ce soit au niveau du petit intestin ou du gros intestin, ça va participer à la création de ce leaky gut. Des infections virales, des infections parasitaires vont pouvoir y participer. Ensuite, tout ce qui est stress, la cascade du stress, que ce soit au travers de sa cascade hormonale et de la production de cortisol, mais que ce soit aussi au travers de l'impact qu'il a sur le système nerveux neurovégétatif en activant le système sympathique et en diminuant la fonction du nerf vague, va avoir un impact sur cette barrière. Ensuite, vous avez tout ce qui est hormonal, dès le moment où vous avez des changements au niveau de votre thyroïde, au niveau de votre oestrogène, au niveau de votre progestérone, au niveau de votre testostérone, ça va avoir un impact sur l'intégrité de cette barrière intestinale. Au niveau métabolique, vous avez les Advanced Glycation End Product. Ce sont en fait des dérivés lorsqu'on mange quelque chose de trop sucré qui va se transformer en produit presque un peu caramélisant, si vous voulez. Donc c'est lié à une alimentation trop riche en sucre. Tout ce qui est inflammation, tout ce qui est auto-immunitaire va jouer un rôle. Et puis un autre que je vous disais, la plupart des gens ne considèrent absolument pas, c'est le rôle de cette neurologie ici, parce que la plupart des thérapeutes, quand ils envisagent votre intestin, ils pensent tube. Et ils oublient absolument qu'il y a un contrôle neurologique du tube digestif, un axe intestin-cerveau. Et donc, ce qui se passe au niveau de certaines zones de votre cerveau, vous avez peut-être cette notion d'avoir été dans un manège, où on a stimulé votre système de l'équilibre, votre système vestibulaire, et vous avez eu des nausées, des hauts le cœur, un impact intestinal. Eh bien, par exemple, votre système vestibulaire a des entrées dans les centres du nerf vague qui vont influencer votre intestin. Donc, si vous avez des dysfonctions, par exemple, au niveau de votre système vestibulaire, ça peut provoquer des perturbations au niveau du contrôle neurologique de votre intestin. Dans les zones qui vont intégrer, par exemple, l'information qui vient des viscères, qu'on appelle l'interoception, s'il y a des dysfonctions dans ces zones, eh bien, ça va perturber votre fonction. Une grosse perturbation, c'est aussi ce qu'on trouve, j'en parlais avant, dans le système nerveux neurovégétatif en fonction du stress. Et puis, une autre qui est majeure, c'est justement cet axe intestin-cerveau au travers du nerf vague. Vous en avez très certainement déjà entendu parler. Et là, il y a des études fascinantes qui montrent que, par exemple, lorsque vous avez une commotion cérébrale, eh bien, ça va immédiatement créer un intestin perméable. Et donc, si vous avez une origine neurologique à votre intestin perméable, vous pouvez y jeter tous les suppléments que vous voulez.
votre intestin ne va jamais guérir parce que c'est une autre origine. Et donc, si ce n'est pas évalué, vous avez une énorme dimension qui manque. Et moi, je vois énormément de patients qui ont des problèmes intestinaux chroniques où on leur a donné des dizaines de suppléments différents et ça fonctionne toujours pas. Pourquoi? Parce que 10 ans auparavant, par exemple, ils ont une commotion, ils ont l'impression de ne pas avoir des séquelles, mais ça a laissé des séquelles minimes dans le système nerveux qui perpétuent en fait cet intestin perméable. Il y a une étude fascinante, pardon pour les animaux, mais ils ont pris des souris et ils ont créé une commotion cérébrale et immédiatement, eh bien, il y avait un intestin perméable associé à cette commotion. Et dans une autre partie de cette étude, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont créé cette commotion, ils ont induit cette commotion à ces pauvres souris, et en même temps, ils ont stimulé le nerf vague, et là, ça a atténué l'expression au niveau intestinal de ce traumatisme. Donc, ça veut dire qu'on peut protéger, en fait, on peut avoir un impact au travers de la neurologie sur votre intestin. Ça, c'est très, très important, surtout si vous avez des problèmes chroniques, que vous avez déjà suivi les protocoles pour intestin perméable et que ça ne fonctionne toujours pas pour vous. Okay? Donc voilà un petit peu pour les causes. Parlons maintenant un petit peu des traitements. Alors ces traitements, voilà ici, transition très technologique, hein, comme vous avez pu le voir. Eh bien, dans ces traitements, on va devoir différencier cette notion dont je vous parlais avant, qui est vraiment cette notion, on pourrait le mettre de nutrition ici, hein, qui commence... Alors, ce n'est pas utilisé en médecine classique. Là, on parle vraiment de naturopathes, de médecins qui font de la micronutrition, hein, typiquement, mais qui commence d'être de plus en plus connus dans le grand public. Et puis l'autre, alors qui est la grande oubliée encore, autant du public que des professionnels, ben, c'est l'aspect neurologique des choses. Donc, pour avoir un traitement efficace, on va devoir travailler sur ces deux tableaux, idéalement sur la base de ces tests dont je vous parlais avant, pour connaître exactement ce qui se passe au niveau intestinal, de voir si on a quelque chose du paracellulaire ou du transcellulaire, s'il y a de l'endotoxémie ou pas, d'avoir une idée de ce qui se passe au niveau de votre microbiome. Et puis ensuite aussi avec un examen neurologique complet, pas celui d'un neurologue, mais celui d'un neurologue fonctionnel qui va être dans la subtilité des déséquilibres pour voir s'il y a une atteinte. Je vous parlais avant de la commotion, j'ai oublié de mentionner que les AVC peuvent aussi donner ça, et tout ce qui est neurodégénérescence vont aussi participer à cela. Donc vraiment aussi d'avoir un examen neurologique dans la subtilité pour voir comment fonctionnent différentes zones. Important de mesurer votre état de stress, l'équilibre neurovégétatif et d'évaluer ces différentes zones du cerveau. Maintenant revenons à l'alimentation. Au niveau de votre alimentation, ça va être un petit peu délicat parce que bien évidemment, en fonction de l'état de votre microbiome, eh bien, vous allez peut-être réagir à certains aliments. Donc, dans un monde idéal, si on peut augmenter tout ce qui est produit, comme par exemple la choucroute, hein, des produits qui ont été fermentés, ça va vraiment être bénéfique pour améliorer la diversité de votre intestin. Maintenant, je vous donne cette recommandation-là, c'est optimal. Tout ce qui est en fait des bone broth, hein, vous savez, vous allez cuire des os dans de l'eau et puis ça va donner un petit peu ces espèces de soupe gélatineuse. Ça, c'est excellent pour l'intestin. Maintenant, cela dit, il y a des personnes qui sont devenues sensibles et on peut devoir aller à l'opposé de ça dans un premier temps, c'est-à-dire d'éliminer certains aliments qui peuvent faire ballonner, par exemple, tout ce qui est FODMAP, donc d'utiliser une alimentation pauvre en FODMAP ou de devoir éliminer certains aliments comme le gluten, comme la caséine. Je ne l'ai pas mentionné avant, mais c'est aussi une des causes qui peut participer à ça. Ça fait partie un petit peu de cette section tout aliment auquel vous avez une sensibilité. Donc, il y aura peut-être une élimination à faire de type paléo, de type FODMAP. Okay? Ça, c'est vraiment pour l'aspect alimentation. Ensuite, au niveau des suppléments, eh bien, je vais vous les donner comme ça. Il y en a toute une série. Pour moi, c'est presque un peu dans l'ordre de ce qui est le plus efficace. Les premiers, ce sont des short chain fatty acids, donc des acides gras à chaîne courte. Et c'est quoi ces acides gras à chaîne courte? Eh bien, ce sont des molécules qui sont essentiellement produites par le microbiome lorsqu'il digère les fibres. Donc idéalement, le plus on peut augmenter la consommation de fibres, le mieux c'est. Et de nouveau, il y a des gens qui sont sensibles. Et donc, on va devoir trouver des moyens alternés. Et il y a notamment des suppléments à base de SCFA qui existent, qui sont très efficaces. C'est d'ailleurs un des éléments qui a vraiment été prouvé. Là, ceux que je vous ai donnés, on les utilise comme ça, mais ça va aider par différents mécanismes, mais sur ce mécanisme lié à la zonuline, notamment lors d'atteintes paracellulaires, eh bien, c'est un des éléments les plus efficaces, les mieux testés, qui montre vraiment une consolidation de ces jonctions serrées et une régulation de cette zonuline. Donc, c'est les short chain fatty acids. Ensuite, il y a deux vitamines qui vont être essentielles, la vitamine D et la vitamine A.
très peu utilisé cliniquement dans ce que je vois quand les patients viennent me voir. Le premier, quasiment jamais utilisé. Ils sont très très importants. Ensuite, on en a un autre qui aide. Pas autant que ceci, mais c'est la glutamine. Ça, on le voit très fréquemment. C'est très certainement la prescription. Quand je vois des gens chroniques qui ont déjà été traités par d'autres thérapeutes, il y a très souvent cette prescription de glutamine qui a déjà été faite. Un autre qui est très important, ce sont les polyphénols, qui vont aussi avoir un impact très intéressant chez certains patients, de nouveau, et en fonction de la confédération, de quel type d'intestin perméable vous avez, eh bien, on va varier, en fait, les éléments ici. Un autre, très peu connu, qui dans certains cas fonctionne très bien, c'est l'arginine. Et puis, ensuite, il y a certaines formules de plantes. Alors, dans les plantes, là, je suis vraiment séparé entre les plantes qui peuvent avoir un impact sur votre leaky gut, notamment la réglisse, notamment la mélisse, et puis notamment le guimauve, les extraits de guimauve qui peuvent vraiment avoir un impact. Et après, dans les plantes, il y aura bien évidemment tout ce que l'on doit faire pour votre microbiote, s'il y a une dysbiose, c'est-à-dire une perturbation de votre microbiote. Là, on a des moyens cliniques de déterminer quel type de plante, avec quelles actions antibiotiques naturelles, si vous voulez, que ce soit antimicrobien, antiviral, etc. On a besoin. Donc, il y a vraiment ces deux dimensions. Les plantes pour tout ce qui est plutôt dysbiose et puis les plantes qui est pour tout ce qui est la barrière intestinale elle-même. Okay? Ensuite, je ne vais pas entrer dans les détails. Il y a certains champignons qui ont des vertus thérapeutiques sur cette barrière intestinale que l'on peut aussi utiliser cliniquement. Ensuite, au niveau neurologique, ça va être hautement individualisé. Ce qu'il faut savoir, c'est que la plupart des gens sous-estiment en fait l'impact neurologique des choses, l'impact du stress. Ce nerf vague, cette intégration entre cerveau, intestin, cerveau, cette relation, cet axe, il est extrêmement important. Il n'y a pas que le nerf vague qui intervient là-dedans, mais c'est vraiment un des composantes centrales. Ce nerf vague, on sait qu'il va avoir un impact sur le flux sanguin. Si vous n'avez pas un bon flux sanguin dans la zone, votre barrière intestinale va être affectée. Ça va avoir un impact sur la motilité de votre intestin, qui est aussi très très important. Donc, dès le moment où vous avez des constipations, il peut y avoir des problèmes de fermentation de certains gaz, mais très souvent, c'est une problématique neurologique avant toute chose. Donc, gardez ça à l'esprit. Si vous avez de la constipation, pensez neurologie. Okay? Ça va avoir un impact sur la production enzymatique et donc sur la digestion. Ça va aussi avoir un impact sur la régulation des valves. Il y a des valves qui séparent notre petit intestin de notre gros intestin. Si elles dysfonctionnent, ça va permettre le passage et le développement de ce qu'on appelle des SIBO. Donc, la neurologie a énormément à voir. Et là-dedans, eh bien, il va falloir se donner une idée, non seulement de ce qui se passe au niveau de votre cerveau, parce que certains centres vont intégrer des informations, les zones du cerveau qui vont avoir un impact direct sur les centres de contrôle de votre nerf vague. J'ai parlé du système vestibulaire avant, mais il y en a d'autres. Ce qui va se passer dans votre tronc cérébral, parce que c'est là que la réponse au stress s'organise dans cet équilibre entre le système sympathique et parasympathique. Et puis ensuite, toute une série de ganglions aussi qu'on va considérer. Et puis, le système nerveux du tube digestif lui-même, qu'on appelle le système entérique. Vous avez peut-être déjà entendu parler de cette notion de deuxième cerveau. Eh bien, tout ça, ça va devoir être pris en considération. Et surtout, si vous avez déjà eu une prise en charge au niveau de la nutrition, si vous voulez, et que vous avez cette persistance de cet intestin perméable ou de ce leaky gut, eh bien, ça va être fondamental de considérer ici cette dimension neurologique. Voilà une vidéo un petit peu plus longue que d'habitude, mais je crois que ça couvre vraiment les bases de ce qui est très pertinent cliniquement pour pouvoir vous aider si vous avez un intestin perméable, et notamment un intestin perméable qui s'est chronifié malgré des prises en charge, que ce soit naturopathiques ou micronutritionnistes. Nous, on se voit la semaine prochaine pour un nouvel épisode. D'ici là, souvenez-vous, aimez la vie, émerveillez-vous et contribuez chaque jour un petit peu plus.